Et à tous, ici Christophe Muller, donc direction de l'innovation sociale au sein du département de la Moselle. Merci d'être présent cet après-midi pour le séminaire de restitution des travaux de Senior Active, autour notamment de l'enjeu du référencement des bonnes pratiques en transfrontalier, en grande région. Donc Senior Active, c'est un projet transfrontalier qui est soutenu au titre du programme Interreg Grande Région, qui a été lancé en 2018 sur l'enjeu du bien vieillir à domicile. Et aujourd'hui, il fédère et rassemble 21 partenaires de la Sarre, de Rhénanie-Palatinat, du Luxembourg, de la Wallonie. Et côté français, plusieurs départements en font partie, comme la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la collectivité européenne d'Alsace. Si je devais résumer le projet Senior Active, il a pour objectif de proposer des solutions qui soient innovantes, qui soient solidaires, en partant des besoins des personnes âgées et de leurs aidants. Mais pour cela, on a besoin de mieux connaître l'existant. D'où ce travail aujourd'hui sur les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, c'est un travail de restitution suite à un énorme travail collaboratif et participatif avec l'ensemble du partenariat. Donc cet après-midi, elle va se décomposer en 3 parties. Dans un premier temps, la présentation d'un guide des bonnes pratiques. Ensuite, une table ronde qui portera sur 4 bonnes pratiques qui ont été jugées inspirantes. Et enfin, la présentation d'une boîte à outils méthodologique pour que l'ensemble des partenaires puissent s'en saisir pour l'avenir, avec une désignation finale, un vote qui sera réalisé sur la meilleure bonne pratique qui aurait été jugée pour cet après-midi. Donc, je vous souhaite un bon atelier à tous et je laisse Anne-Laure, coordinatrice du projet Senior Active et le cabinet Génératio, vous présenter tout cela. Merci Christophe, bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Laure Maclot, la coordinatrice du projet Senior Active. Donc, on va passer à la présentation du guide de bonnes pratiques. Donc, on a travaillé avec Génératio pendant 6 mois sur la réalisation de ce guide. Donc, c'est un travail de recensement, de référencement des bonnes pratiques sur la prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes âgées. Ce recensement, il s'adresse à la fois aux partenaires du projet Senior Active, mais également aux professionnels et aux acteurs qui œuvrent dans tous les domaines en rapport avec les thématiques liées aux seniors. C'est un guide qui est le fruit d'un travail collaboratif entre tous. Et le guide comprend également une analyse des conditions de transférabilité dans les autres versants de la grande région de ces bonnes pratiques. Donc, si on prend le sommaire, on voit qu'il y en a eu un certain nombre dans différentes thématiques. Donc, on a eu un foisonnement de bonnes pratiques qui ont été répertoriées. On en a ciblé 15, tout en respectant une équité thématique et territoriale. Et loin d'être un ouvrage exhaustif, eh bien, il donne déjà un aperçu de ce qui existe à ce jour dans la grande région. Si on prend la page suivante, on verra le découpage à la fois par thématique et à la fois après par zone géographique. Donc, comment l'utiliser? Eh bien, on peut choisir thématiquement les bonnes pratiques. Ce sont des thématiques qui proviennent de travaux réalisés par l'Organisation mondiale de la santé sur le vieillissement actif, qui sont repris au sein du réseau des villes amies des aînés. Et si on passe au slide suivant, on voit les mêmes 15 bonnes pratiques inscrites sur la carte, donc géographiquement cette fois-ci. Voilà. Et ensuite, je laisse la parole à Lise Burgade de Génératio pour expliquer la manière dont ils ont construit le guide et comment chaque bonne pratique est présentée. Merci beaucoup Anne-Laure, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis Lise Burgade. J'ai collaboré avec Élodie Liobé et plusieurs d'entre vous à l'élaboration de ce guide et avec ma collègue designer Frédéric Dauman, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui a évidemment joué un rôle essentiel dans la forme qu'a pris ce document. Il est effectivement construit autour d'une quinzaine de fiches de bonnes pratiques qui ont été issues d'un choix collectif que nous avons réalisé en novembre. Peut-être avez-vous participé à cet atelier du 19 novembre, si ma mémoire est bonne. Après un large recensement des bonnes pratiques, nous avons ensemble resserré le choix à partir d'un certain nombre de critères sur ces 15 initiatives, projets, politiques publiques ou dispositifs qui sont décrits
selon des rubriques que nous avons cherché à être les plus concrètes, les plus incarnées. Et c'est pourquoi, pour ces doubles pages qui décrivent chaque bonne pratique, nous avons choisi d'avoir plutôt des images, des schémas que des gros pavés de texte. Et vous le voyez, nous avons choisi d'illustrer ces dispositifs et ces initiatives favorables au bien vieillir à travers la façon dont elles sont vécues par les usagers, par leurs bénéficiaires. C'est ce que nous appelons le parcours d'usage, Nutzungspfad, qui est décrit en illustration et qui permet de se mettre à la place d'un usager du service pour comprendre par quelles étapes il passe pour en bénéficier. Et puis, on se met aussi à la place des acteurs qui le portent, qui ont développé ce projet et cette initiative à travers ce processus de mise en œuvre où nous avons décrit les différentes étapes qui ont présidé au développement du projet ou de l'initiative qui est mis en avant. Donc, ces informations ont été recueillies au cours d'échanges avec les porteurs de ces projets qui nous ont partagé également le récit des obstacles qu'ils ont pu rencontrer, des difficultés qui ont pu se poser d'ordre technique, d'ordre politique, d'ordre organisationnel. Et en face de ces obstacles, de ces difficultés, on a cherché à résumer de quelle façon les porteurs de ces projets, de ces initiatives avaient pu les dépasser. Ça nous permet, là encore, d'être dans une logique de transmission entre porteurs de projets, entre acteurs des politiques gérontologiques, de transmission de conseils, de retour d'expérience pour que ces fiches de bonnes pratiques vous aident le plus possible à vous projeter dans la mise en œuvre sur votre territoire d'une initiative comparable si vous trouviez ces bonnes pratiques inspirantes, si elles vous semblaient répondre à des besoins sur votre territoire. Donc les obstacles surmontés, les prérequis à réunir, les conditions à réunir pour pouvoir lancer une telle initiative, les facteurs de réussite qui sont des bonus, des éléments facilitateurs pour développer de telles initiatives. Et puis, nous avons également estimé, avec l'aide des porteurs de ces projets, les moyens et les ressources qui ont été engagés. Souvent, ce sont des ressources annuelles, on les donne en estimation annuelle, qui sont engagées chaque année ou qui ont été nécessaires pour mettre en place initialement cette bonne pratique. Les acteurs impliqués sont listés puisqu'il s'agit quasi dans tous les cas de projets multi-acteurs et c'est bien naturel dans le cas des politiques en faveur des seniors qui impliquent des acteurs du soin, des acteurs des politiques d'aménagement du territoire, de retraite, etc. Et puis, vous aurez sur chacune de ces fiches également un lien pour aller chercher plus d'informations et identifier voilà. Là, je m'avance un peu sur la slide d'après, identifier de façon plus précise le porteur. Élodie, peut-être je te laisse compléter cette approche un peu de la méthode que nous avons utilisée. Oui, bonjour, donc Élodie Liobé. Alors juste pour compléter et puis pour vous montrer un petit peu, on a glissé des petits points de repère au sein des fiches pour que vous puissiez voilà, vous y référer assez facilement. À la fois, vous avez en haut à gauche le titre, le numéro de la bonne pratique à côté. Et puis en haut à droite, les drapeaux qui confèrent aux différents pays qui sont concernés par la bonne pratique. Et enfin, en bas, Alice vous en parlait, le lien pour avoir plus d'informations, le lien vers le site Internet. Alors, sur la version numérique, tous les liens du document seront cliquables. C'est-à-dire que vous avez juste à passer votre souris, cliquer dessus et vous irez directement sur les pages concernées auprès des différents partenaires et porteurs de projets.
Peut-être pour continuer, voilà, Lise vous a dit tout à l'heure que ce travail avait fait émerger plus d'une soixantaine de bonnes pratiques auprès des différents partenaires. Alors, ils n'ont pas été oubliés dans ce guide. Elles ont fait l'objet d'un recensement, alors non pas dans des fiches approfondies, mais dans les pages suivantes, un recensement qui permet d'avoir accès à un cours descriptif et puis également à un lien cliquable vers le site internet dédié à cette bonne pratique. Vous avez également la mention des drapeaux pour pouvoir vous retrouver par rapport au pays d'appartenance de ces initiatives. Donc voilà le guide dans son ensemble tel qu'il va vous être transmis et tel que vous allez pouvoir le retrouver sur Internet, sur le site Internet de Senior Active. En tous les cas, pour animer cet après-midi, nous avons choisi de convier autour de notre table virtuelle 4 porteurs de projets pour qu'ils partagent avec nous leurs initiatives sous forme de courtes interviews avec un format un petit peu particulier. C'est-à-dire que ces 4 bonnes pratiques vont être chacune interviewées par un membre partenaire de l'initiative Senior Active. L'idée étant, malgré la distance, de mettre du lien et de l'animation au sein de cette dynamique partenariale. Donc, nous allons avoir 10 minutes par bonne pratique au sein de cette table ronde. Nous allons vous les laisser découvrir. Et puis ensuite, à l'issue de ces mini-interviews de 10 minutes, nous vous proposerons d'interagir avec les porteurs de projets en direct. Alors, n'hésitez pas à la fois poser votre question en levant la main avec un petit outil bien pratique sur le logiciel, ou alors en notant tout simplement votre question dans le chat au cours de l'interview. Nous allons les relever et puis nous les lirons et nous les transmettrons aux porteurs de projets en fin d'interview afin qu'ils puissent répondre et interagir avec vous. Donc, la première bonne pratique que nous avions envie de vous présenter est celle portée par Héloïse Goffette qui s'appelle Senior Focus. Donc, Héloïse Goffette est chargée de projet service bien vieillir de la province du Luxembourg et elle va être interviewée par Stéphanie Jacques qui est responsable des chargés de projet du service bien vieillir de la province du Luxembourg. Donc Héloïse, Stéphanie, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints et merci de nous présenter et de prendre le relais sur cette interview. Merci de nous laisser la parole. Donc, la première question que je vais adresser à Héloïse est la suivante. Peux-tu nous présenter en quelques mots ton projet et son contexte? Oui, le projet Senior Focus, en fait, c'est un projet qui vient du Québec, qui a été repris par la police Boraine dans la région du Hainaut, ici en Belgique. Et c'est lors d'un salon des mandataires que la députée provinciale en charge du social à l'époque a pris connaissance de ce projet et a souhaité le développer au niveau de la province de Luxembourg. Donc, ce projet a débuté en 2016. Le projet en tant que tel, en fait, c'est une boîte jaune fluo, comme ça, elle est facilement identifiable, qu'on place dans le frigo. Pourquoi dans le frigo? Parce que simplement, tout le monde en a un. Et dans cette boîte, en fait, on retrouve 2 fiches, une fiche médicale et une fiche descriptive qui sont là pour faciliter l'intervention des services de secours. La première fiche, je veux dire plus descriptive, est pour des cas de disparition, par exemple, où on reprend les habitudes de la personne, un vêtement qu'elle aurait l'habitude de porter ou des lieux dans lesquels elle se rend souvent. Et la fiche médicale est plutôt là en cas de malaise pour que les zones de secours
les services de secours sachent, bien tiens, la personne a déjà des problèmes de santé, elle a tel ou tel médicament, il faut faire attention, etc. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'intervention des différents services de secours au domicile des seniors au niveau de la province de Luxembourg. C'est la province qui finance entièrement le dispositif et qui le coordonne, à savoir que les 44 communes de la province participent maintenant au projet. Voilà. Quelle est la cible et quels sont les bénéfices principaux pour celle-ci? Alors, le public cible, c'est les seniors de plus de 75 ans, ce qui signifie que les communes proposent de participer au projet pour toute personne de plus de 75 ans, ce qui n'est pas obligatoire évidemment. Et les personnes de plus de 65 ans peuvent également bénéficier de la boîte, mais uniquement sur demande cette fois. Les bénéfices pour ces personnes, c'est d'abord un sentiment de sécurité qui est amené autant pour les seniors que pour leurs proches, d'avoir cette boîte, d'avoir les informations au même endroit et que ça peut être utilisé au cas où. Ça permet également aux seniors de rencontrer d'autres services communaux, par exemple le service social de la commune qui vient présenter le projet et finalement ils bénéficient ensuite d'autres aides au fur et à mesure de la conversation parce que voilà, sinon ils ne seraient jamais rentrés en contact. Et bien sûr, c'est le gain de temps et d'efficacité vis-à-vis des services de secours dans le cadre de leurs interventions. Mhm. Quels sont pour toi les facteurs de réussite d'un projet comme celui-là? Alors en premier lieu, c'est bien sûr l'implication des partenaires le plus tôt possible dans le projet pour vraiment qu'ils comprennent les objectifs et qu'ils participent à toute la mise en place du projet. C'est évidemment aussi écouter leurs besoins et qu'ils y voient l'intérêt de participer au projet. Donc, ce n'est pas seulement arriver avec l'idée de mettre ceci en place, mais c'est aussi de s'assurer que ça répond à un besoin de terrain. Il y a aussi le volet communication qui est très, très important au niveau de ce projet. Il y a une communication au niveau du grand public, il y a une communication au niveau des communes, des seniors, des proches, des services de secours, des professionnels de santé, d'aide à domicile. Donc voilà, c'est vraiment un gros volet au niveau de la communication. Et donc l'implication active ici des communes, parce que c'est par elles qu'on a finalement distribué et mis en place les boîtes. Et donc c'est grâce à elles que le projet fonctionne. Quels obstacles principaux as-tu surmontés et comment? Alors, au départ, ce qui était prévu, c'était que ce soit les services de police, donc l'agent de quartier, qui distribue les boîtes aux seniors. Finalement, ça n'a pas pu être fait. Et donc, on s'est retourné vers les communes qui ont adhéré au fur et à mesure. Ça a pris 2 ans pour que toutes les communes participent au projet. Alors, comme je l'ai dit précédemment, la communication auprès de tous ceux qui sont intéressés et touchés par le projet, c'est un obstacle, je vais dire, constant parce qu'il faut vraiment tout le temps communiquer, adapter sa communication, la revoir et avoir des nouvelles idées pour continuer à toucher les professionnels et les seniors. Alors, il y a aussi le volet de la mise à jour des informations médicales qui sont reprises dans la fiche médicale, parce qu'évidemment, si cette fiche n'est pas mise à jour régulièrement, elle ne sera pas fort utile au niveau de l'intervention des zones de secours. Donc ça, c'est un point vraiment très important et qui est parfois compliqué, vu que pour l'instant, ces fiches sont en format papier. Il reste aussi la difficulté d'évaluer le projet, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément l'information de quand la boîte a été utilisée, est-ce que ça a bien fonctionné, si ça a été utile, etc., vu que ce sont des interventions de santé, des interventions à titre dans le cadre privé, et donc on n'a pas forcément l'information. Donc c'est difficile au niveau quantitatif d'avoir des chiffres. On a plutôt des données au niveau satisfaction et qualitatif.
Alors, quels seraient ton ou tes conseils à des partenaires souhaitant s'inspirer de ce projet? Mais voilà, c'est un peu reprendre les facteurs de réussite. Finalement, c'est vraiment de s'assurer de l'implication des partenaires dès le début du projet. C'est vraiment mettre un gros point d'intention sur la communication. Et voilà, c'est vraiment les choses les plus importantes pour la mise en place du projet. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette interview qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet de cette bonne pratique Senior Focus, qui est, pour l'anecdote, l'une des premières bonnes pratiques dont nous avons entendu parler lorsque nous avons commencé ce recensement. On nous a parlé très tôt de la boîte à tartines, et donc nous étions très curieuses de la découvrir, et c'était intéressant de la partager aujourd'hui. Je ne vois pas encore de questions dans la fenêtre de chat, mais j'invite tous les participants à poser des questions pour le porteur de projet, pour Madame Goffette, si vous souhaitez avoir des précisions. Et du coup, moi, je peux me lancer avec une question pour commencer. Je me demandais, compte tenu de l'importance de la communication que vous avez soulignée à plusieurs reprises, quels étaient, à vos yeux et au vu de votre expérience, les canaux de communication qui sont apparus les plus efficaces pour toucher le public, pour l'informer de l'existence de la boîte et pour peut-être l'inciter à la mettre à jour. Voilà, notamment le public âgé, quels sont les canaux de communication qui vous ont paru les plus efficaces? Alors, on a proposé aux communes un article qui présente le projet pour le publier dans leur bulletin communal, ce qui est régulièrement lu par toute la population. Certaines communes ont fait également un toute boîte pour inviter les seniors à prendre contact s'ils souhaitaient recevoir la boîte. Au-delà de ça, on a proposé une affiche aux communes et également aux pharmaciens pour qu'ils puissent les mettre et comme ça faire parler du projet. Au tout début du projet, c'était passé également sur une télé locale, une présentation du projet. Et ici, nous prévoyons de mettre en place de réaliser des capsules vidéo pour les proposer dans les salles d'accueil, que ce soit à la commune ou chez le médecin généraliste ou maison médicale ou tout autre endroit qui semblerait utile. Merci, ce sont des bonnes idées, là, cette capsule vidéo, je n'aurais pas pensé, effectivement, dans les salles où il y a des écrans de plus en plus. Merci beaucoup. Esther Ribic demande quelles sont les dimensions de la boîte. C'est vrai que là, on l'a en dessin. Quelle est sa taille? Je pense que ça doit être entre 15 à 17 cm de largeur et quoi, une dizaine de longueur. Elle n'est pas grande et elle n'est pas épaisse non plus. Mais voilà, elle n'est pas... Donc, c'est la taille d'une tranche de pain, en quelque sorte. Oui, quels sont on a une question également de Ingo. Quelles sont les indications dans le logement qui permettent aux services de secours d'avoir connaissance de l'existence de la boîte, de la repérer? Oui, merci de la question. J'ai peut-être oublié de le dire, c'est vrai. En fait, il y a un autocollant qui est apposé sur la boîte et le même autocollant est sur le frigo. Et donc, quand les services viennent à domicile, ils voient directement l'autocollant sur la porte du frigo, donc ils savent que les informations sont là. Merci. Et j'imagine que la communication que vous avez mise en place en direction des professionnels et des services de secours contribue aussi à les sensibiliser à l'existence de la boîte. Oui, c'est ça. Et on le fait régulièrement parce qu'évidemment, dans les équipes des différents professionnels, il y a souvent des nouveaux collègues, des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, on doit régulièrement réinformer sur le projet pour qu'ils y prêtent attention au quotidien, évidemment.
Merci. Et donc, Kevin Van Outer nous dit « Je sais qu'il existe aussi une version avec un QR code sous forme d'autocollant sur la porte du frigo pour indiquer la participation au projet. » D'accord, donc c'est le complément avec QR code. Merci beaucoup pour cette précision. Il n'y a pas d'autres questions? Moi, j'en ai une. Ah si. Könnte so eine Box auch als Miniaturbox? Alors, Suzanne Harta demande si une telle boîte pourrait être envisagée comme une boîte miniature qui serait attachée au bras comme un bracelet. Est-ce qu'on pourrait se représenter ça? Est-ce que ça vous semble imaginable? Oui. Ça pourrait, ici c'est vraiment visé pour les interventions à domicile, parce qu'en général, les personnes ont des informations sur leur santé ou leur vie personnelle un peu partout dans toute la maison, et c'est pas repris dans un seul endroit, et c'est pour faciliter ce volet-là, mais toute évolution du projet est évidemment envisageable en fonction des besoins, donc on pourrait, oui. Oui, bon, ma réflexion avec cette option, c'est que en comparaison avec la boîte qui est au frigo, la boîte que l'on porte sur soi est plus contraignante. Elle est, voilà, elle est vraiment sur la personne autour de son poignet toute la journée. Alors que la boîte au frigo, intrusive dans la vie quotidienne de la personne. Mais c'est une réflexion personnelle. Oui, et pour autant que la personne pense à l'avoir à son poignet tout le temps, jusqu'au moment où elle en a réellement besoin. Il y a aussi ce problème-là. Ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faudrait qu'elle soit étanche pour être portée au poignet. Oui, en effet, si on va prendre sa douche avec. Moi, j'ai peut-être une question complémentaire sur la mise à jour des informations. Est-ce que vous avez eu l'expérience de cas où cette fiche ou ces fiches ne sont pas à jour, ou les habitudes de la personne ont changé, ou bien des informations médicales nécessaires ont évolué et n'ont pas été mises à jour dans la boîte? Est-ce que ça a pu poser des problèmes, ou est-ce que ce n'est pas un problème fréquent? Comme je l'ai dit, on n'a pas souvent d'informations réellement sur directement des personnes à l'usage de la boîte. C'est le souci du projet. Mais sans aucun doute, il y a des problèmes par rapport à la mise à jour des données. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur le volet de la communication, tant au niveau des médecins généralistes, pour leur expliquer, faites attention, quand vous allez chez la personne âgée, pensez à regarder si c'est à jour, même au niveau des pharmaciens, tiens, sortez la posologie de la personne pour qu'elle puisse la glisser dans la boîte, comme ça c'est à jour. Voilà, c'est là que la communication a tout son intérêt. Même au niveau des proches du senior, leur dire, bah voilà, tous les mois, regardez un peu s'il n'y a rien qui a changé, ou s'il y a un service infirmier à domicile qui regarde aussi, tiens, ou une aide familiale, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à mettre à jour tous les X temps, voilà. Ce sont les professionnels, finalement, les meilleurs relais pour cela. D'accord. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans la fenêtre de chat. Si quelqu'un souhaite en poser oralement, c'est possible aussi. Hein. Vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole. N'hésitez pas. Je laisse passer quelques secondes pour voir s'il y a d'autres questions. Mais c'est déjà un très bon aperçu de cette bonne pratique Senior Focus, donc la fameuse boîte à tartines. Merci beaucoup à toutes les deux, Mesdames Goffette et Jacques, pour cette présentation et cette interaction. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre connaissance d'une deuxième bonne pratique qui est présentée dans le guide, qui est porté par le projet Onlinerland Sarre, donc dans la Sarre, que va nous présenter Madame Ziegler, que je remercie beaucoup d'être là et que je remercie à nouveau pour sa
disponibilité lorsque nous avons construit Rationnel. Elle est un projet qui combine plusieurs objectifs. Vous allez nous expliquer de quelle manière on peut à la fois créer du lien social, lutter contre l'isolement des personnes âgées, des seniors, et favoriser leur appropriation des outils numériques, leur aisance avec Internet, la navigation, l'utilisation des applications. Donc, pour ce projet, Madame Ziegler, vous allez être interviewée par Madame Ribik. Donc, je vous laisse à toutes les deux la parole pour cet échange. Et n'hésitez pas, les participants, à poser vos questions au fur et à mesure de l'exposé. Ja, hallo, Frau Ziegler, guten Tag. Können Sie bitte das Projekt des virtuellen Mehrgenerationshaus in seinem Konzept vorstellen? Bitte. Ja, hallo, mein Name ist Katrin Ziegler. Ich bin die Projektleiterin der Kampagne Online Land Saar und unser Projekt Virtuelles Mehrgenerationenhaus ist ein Modul innerhalb dieser Kampagne. Beim virtuellen Mehrgenerationenhaus tauschen sich aktuell rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mittlerweile 18 Modellkommunen mithilfe eines Tablet-PCs untereinander aus. Wir nutzen dazu natürlich das Internet und neue moderne Kommunikationstools und wollen so das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner smarter gestalten. Neben der virtuellen Begegnung, die über diese Kommunikationstools stattfindet, gibt es aber auch immer wieder reale Treffen, unsere sogenannten Tablet-Kränzchen. Angelehnt ein bisschen an das bekannte Kaffeekränzchen treffen sich dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Austausch, wo natürlich immer verschiedene Themen rund ums Internet besprochen werden, aber halt eben auch der Umgang mit dem Tablet gelernt wird. Und ja, das Projekt heißt ja Virtuelles Mehrgenerationenhaus. Das heißt, es richtet sich nicht ausschließlich nur an Seniorinnen und Senioren, sondern wir sprechen gezielt generationenübergreifend alle Saarländerinnen und Saarländer an dem Projekt teilzunehmen. Die Bewohnerinnen und Bewohnerzahl je virtuelles Mehrgenerationenhaus variiert zwischen 10 und 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir die Teilnehmerzahl etwas reduzieren. Ja, und dadurch, dass man sich innerhalb des virtuellen Mehrgenerationenhauses sowohl im virtuellen als auch im realen Raum trifft, können wir natürlich auch die digitale Teilhabe generationenübergreifend fördern. Das ist sozusagen kurz zusammengefasst, was wir im Projekt machen. Einen wichtigen Hinweis möchte ich aber noch an der Stelle geben. Es ist so, dass die Tablet-PCs den Bewohnerinnen und Bewohnern kostenlos zur Verfügung gestellt werden und auch nach einem Jahr und regelmäßiger Teilnahme in den Besitz des jeweiligen Teilnehmers, der jeweiligen Teilnehmerin übergehen. Dadurch haben wir natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit im Projekt erreicht, weil bestehende Kommunikationsnetzwerke erhalten bleiben und halt eben so auch der Zusammenhalt der Gruppe fortgeführt werden kann. Sie haben die Frage der Zielgruppe praktisch schon geantwortet und die Vorteile für diese Menschen, die Teilnehmer, auch schon aufgezeichnet. Was sind für Sie die Erfolgsfaktoren für ein solches Projekt? Ja, die Erfolgsfaktoren für ein solches Projekt sind natürlich zum einen die Menschen, das heißt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die natürlich die virtuellen Mehrgenerationenhäuser mit Leben füllen. Da ist es natürlich schön, wenn man eine Gruppe hat, die sich gut versteht. Oftmals dadurch, dass es in einer Gemeinde, in einer Modellkommune angesiedelt ist, gibt es eventuell schon Kontakte, die vorher bestehen, die dann ergänzt werden durch neue Personen, sodass da halt ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen kann. Ein weiterer Erfolgsfaktor oder ein wichtiger Faktor bei der Durchführung eines solchen Projektes ist natürlich auch die Finanzierung. Das heißt, dadurch, dass wir relativ hohe Investitionen in Technik haben, weil ja die Tablet-PCs für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschafft werden müssen, braucht man natürlich auch eine starke Finanzierung. Und wir führen das Projekt zusammen mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie durch und in Kooperation mit der Landesmedienanstalt. Wie bewerben Sie praktisch die Menschen, die dem Mehrgenerationenhaus zugehören?
Also wir müssen ja in einem ersten Schritt zunächst mal die Modellkommune finden. Das heißt, die Kommune, Stadt, Gemeinde oder der Landkreis, in dem dann das virtuelle Mehrgenerationenhaus eingerichtet wird. Das heißt, in einem ersten Schritt schreiben wir die Bewerbungsphase für die Modellkommunen aus. Wir hatten, seitdem wir 2016 mit dem Projekt gestartet sind, auch immer mehr Bewerbungen als sozusagen zu eröffnende virtuelle Mehrgenerationenhäuser. Wenn dann die Kommunen ausgewählt sind, geht es natürlich darum, die virtuellen Mehrgenerationenhäuser mit Bewohnerinnen und Bewohnern zu füllen. Und in dem Fall übernehmen da auch einen großen Part die jeweilige Modellkommune. Sie kennen ja meistens schon Leute, die beispielsweise in einem bereits existierenden Mehrgenerationenhaus aktiv sind, die Interesse an einem solchen Projekt haben, können in ihren lokalen Medien entsprechend ausschreiben, werden aber natürlich von Seiten des Projektbüros auch in ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Und ja, wir bieten dann entsprechende Materialien an. Wie lange existiert das Projekt schon? Also wir sind 2016 gestartet mit den ersten 4 Modellkommunen und haben dann immer in jedem Jahr eine verschiedene Anzahl an Modellkommunen eröffnet, sodass wir mittlerweile bei 18 Modellkommunen sind. Und von den 18 Modellkommunen sind auch noch 16 Häuser aktiv. Und was sind für Sie die größten Hindernisse, die es zu überwinden gab? Also das größte Hindernis ist natürlich erstmal die Finanzierung, ja, dadurch, dass, wie ich eben schon gesagt habe, wir halt eine hohe Investition in die entsprechende Technik haben, muss man natürlich das Projekt erstmal finanziell auf gute Füße stellen. Dann braucht man natürlich engagierte Projektkoordinatorinnen oder Koordinatorinnen in den jeweiligen Modellkommunen und letzten Endes brauchen wir natürlich auch engagierte Bewohnerinnen und Bewohner, damit wir das virtuelle Mehrgenerationenhaus mit Leben füllen können. An Bewerbungen, um ein solches virtuelles Mehrgenerationenhaus einzurichten, hat es uns zum Glück bislang nicht gemangelt. Also wir könnten auch teilweise in manchen Modellkommunen sozusagen mehrstöckig die Bewohnerinnen und Bewohner zulassen. Aber ja, wie gesagt, die Teilnehmerzahl, damit es auch ein konstruktiver Austausch ist, ist auf 10 bis 15 Personen begrenzt. Wenn man sich das so vorstellt, was machen diese Teilnehmer, wenn sie sich virtuell begegnen? Also wir haben zum einen halt über ein Chat-Tool sozusagen ein Kommunikationsnetzwerk in jedem virtuellen Mehrgenerationenhaus. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich außerhalb der Tablet-Grenzchen untereinander austauschen. Immer mal wieder wird dort über verschiedene aktuelle Themen, die gerade durch die Medien gehen und das Thema Digitalisierung betreffen, diskutiert. Oder es werden auch mal Urlaubsgrüße ausgetauscht oder es werden Rezepte ausgetauscht, also Koch- und Backrezepte ausgetauscht. Und natürlich kann man auch sich gegenseitig weiterhelfen. Also wenn jemand beispielsweise ein Problem mit seinem mobilen Endgerät hat, dann ist es oftmals so, dass vielleicht ein anderer Bewohner oder eine andere Bewohnerin schon mal weiterhelfen kann und man so das Problem gemeinsam lösen kann. Angenommen, es wollten Partner aus Senior Aktiv das Projekt sich inspirieren lassen. Welche Empfehlungen würden Sie da geben wollen? Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass man gute Projektpartner vor Ort hat, sozusagen halt die Ansprechpartner in den Kommunen, die halt auch auf die Leute zugehen können, dass man halt sozusagen eine schöne Gruppe an Personen, die nachher in dem virtuellen Mehrgenerationenhaus sich austauschen, findet. Natürlich, wie gesagt, braucht man oder muss man gucken, dass man die Förderung, die Finanzinvestitionen auf gute Füße stellt und das, was sozusagen diese Tablet-Grenzchen werden bei uns im Projekt halt von Referentinnen und Referenten unserer Kampagne geleitet. Dementsprechend braucht man natürlich auch Personal, das dann halt vor Ort die Kurse durchführen kann und auch die entsprechende Anleitung gibt, wie denn mit dem Tablet umzugehen ist, beziehungsweise welche Möglichkeiten das Tablet einem auch bietet, um den Alltag smarter zu gestalten.
Okay, danke. Gerne. Merci Wir haben beaucoup. natürlich, Vous avez fini, Madame Ribik, avec vos questions? Nous, on a terminé avec les questions, oui. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation rapide. C'est un projet qui est très large puisque cette idée des maisons intergénérationnelles virtuelles s'inscrit dans une offre, dans un programme d'ensemble, comme vous l'avez expliqué, Madame Ziegler, avec des cours de différents niveaux et tout un ensemble d'actions. Vous nous avez expliqué que vous pouviez vous appuyer sur des communautés, des groupes déjà existants, des groupes d'habitants qui se connaissent déjà pour constituer les maisons, les groupes de participants. Et je me demandais, peut-être pour rebondir sur la question de Monsieur Schaeffer dans le chat, comment, peut-être pouvez-vous expliquer comment vous constituez les groupes de participants lorsqu'il n'y a pas de groupe préexistant, lorsque les personnes ne se connaissent pas encore. Est-ce qu'il y a des points d'attention, des aspects à regarder en particulier pour veiller à la compatibilité des participants dans un groupe? Also es ist so, dass halt sich die Personen bei uns bewerben. Wir haben sozusagen einen Bewerbungsbogen, der ausgefüllt wird. Anhand dessen können wir schon mal Kerndaten wie beispielsweise halt Alter oder Wohnort abfragen oder eben halt auch den Kenntnisstand in Bezug auf den Umgang mit einem mobilen Endgerät. Und da versuchen wir natürlich schon, die Gruppe so zusammenzusetzen, dass Personen mit Erfahrung auch auf Personen treffen mit weniger Erfahrung, dass natürlich auch der generationenübergreifende Aspekt gewährleistet ist, dass wir halt versuchen, auch eine gewisse Altersspanne in der Zusammenstellung der Gruppe hinzubekommen. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, wo uns oft die Projektkoordinatoren dann halt unterstützen können, weil sie vielleicht den ein oder anderen Bewerber eben auch schon kennen. Aber prinzipiell ist es so, es ist jetzt nicht notwendig, dass sie aus der Gemeinde oder aus dem Ort, in dem das virtuelle Mehrgenerationenhaus eröffnet wird, auch kommen müssen. Sie sollten natürlich die Möglichkeit haben, zu den Treffen kommen zu können. Daher empfiehlt es sich halt schon, was in Wohnortnähe zu suchen. Aber prinzipiell sozusagen ist das Projekt dann schon offen. Und ja, ob das dann immer zu 100% passt, wir sind alle Menschen und Individuen, das stellt sich dann meistens halt erst im Verlauf des Projektes raus. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous avons 3 questions dans le chat. La première de Madame Hartart qui demande si vous avez constaté que le format virtuel modifie le type de sujet qui est abordé dans les conversations, dans les groupes, par rapport à des rencontres physiques. Est-ce que vous avez une idée de l'effet que cela produit sur le contenu des échanges? Also ich denke, generell muss man das erstmal, wenn wir jetzt vor Corona die Zeit betrachten, so sehen, dass der virtuelle Austausch eine Ergänzung zum realen Austausch ist. Das Projekt funktioniert natürlich nur, wenn auch funktioniert besser, wenn der reale Austausch vor Ort stattfindet. Dann kann man als Gruppe besser zusammenfinden. Es funktioniert besser, dass man gegenseitig zueinander Vertrauen herstellt, dass man halt eben auch sich in einer Gruppe mal traut, vielleicht privatere Dinge oder Schwierigkeiten anzusprechen, wo man vielleicht einem Fremden gegenüber nicht direkt sagen würde, weil oft ist ja auch im Umgang mit digitalen Medien so dieses Problem, ich habe Angst, was falsch zu machen und wie stelle ich überhaupt meine Frage, dass man mir weiterhelfen kann. Dadurch, dass es eine geschlossene Gruppe ist und immer die gleichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem virtuellen Mehrgenerationenhaus sind, schafft man ja letzten Endes so einen Vertrauensraum. Und ja, das sozusagen ist halt ein wichtiger Punkt. Und was war nochmal der zweite Teil der Frage? C'était sur les thèmes. Est-ce que les thèmes évoluaient par rapport aux rencontres physiques?
Mais sinon, je peux enchaîner sur la deuxième question qui s'interrogeait sur la possibilité de faire fonctionner une maison intergénérationnelle sans accompagnement. Pardon. Also nochmal kurz zu den Themen dann doch zurückzukommen. Also wir haben jetzt halt in Zeiten von Corona gesehen, wo die Tablet-Kränzchen nur als virtuelle Tablet-Kränzchen stattfinden konnten, dass halt eben verstärkt auch nochmal Themen, die halt tatsächlich den Umgang mit dem Tablet und den Mehrwert, den es mir im Alltag bieten kann, also sozusagen der smarte Ansatz, verstärkt nachgefragt wurden. Und was natürlich auch ein großer Vorteil ist, den wir in den virtuellen Mehrgenerationenhäusern haben. Wir können natürlich auch Themen immer wiederholen. Ja? Also das heißt, wenn an der einen oder anderen Stelle Fragen sind, wie hat das nochmal funktioniert, dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, da flexibel zu reagieren und zu sagen, okay, das ist ein Thema, das nehmen wir für das nächste Treffen mal wieder mit auf und können das besprechen. Genau. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes pour prendre encore 2 autres questions. Je vous les pose en même temps et vous laisse y répondre. Une question concerne la nécessité d'une coordination, d'un accompagnement pour faire fonctionner ces groupes, ces maisons virtuelles. Est-ce qu'il vous semble qu'une telle maison, qu'un tel petit groupe pourrait fonctionner aussi sans accompagnement, sans coordination extérieure? C'est la première question. Also wir Et sehen la schon, deuxième, la dernière question, effectivement, beaucoup de participants qui n'appartiennent pas au groupe des seniors. Est-ce qu'il y a des jeunes, des personnes d'âge intermédiaire qui participent effectivement à ces groupes? C'est la deuxième et dernière question. Genau. Also ob ein Haus sozusagen auch ohne Begleitung laufen kann. Also wir merken schon oder wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass es mit Begleitung definitiv besser läuft, eben weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es sehr schätzen, dass sie sozusagen eine professionelle Anlaufstelle haben und dass sie da auch über die erste Projektlaufzeit hinaus begleitet werden. Also nach einem Jahr Projektlaufzeit ist es so, dass die bestehenden virtuellen Mehrgenerationenhäuser mit einem Tablet-Kränzchen pro Quartal von uns noch weiterhin unterstützt werden. Und das wird sehr gerne in Anspruch genommen und fördert mit Sicherheit auch nochmal den Zusammenhalt. Also wir sehen das schon so, dass die Begleitung ein Erfolgsfaktor des Projektes letzten Endes ist. Und zu der Frage, inwiefern generationenübergreifend wir sind, also wir haben öfter mal die Kombination, dass sich tatsächlich Oma, Opa zusammen mit Enkel, Enkelin bewerben, was natürlich dann sehr schön ist und auch für den Austausch in der Gruppe immer oder dem Austausch in der Gruppe sehr dient. Es funktioniert nicht immer bei allen virtuellen Mehrgenerationenhäusern, aber wir versuchen natürlich, die Altersgruppe immer möglichst gemischt zusammenzustellen. Also von daher, ja, wir können momentan aktuell auf eine Altersspanne von 12 bis 84 Jahre zurückgreifen. Super, merci beaucoup. Merci à toutes les deux, à Madame Ribik, Madame Ziegler, pour cette séquence sur la maison virtuelle intergénérationnelle. Élodie, je te passe le relais pour la suite. Merci, merci à toutes les deux. Pour la suite, on revient en France. On revient en France sur la thématique de l'habitat. Et nous allons parler de la charte Bien vieillir à domicile qui est portée par le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Géraldine Panissier, qui est chargée de mission Silver Economy et Habitat au sein du département de la Meurthe-et-Moselle et qui sera interviewée par Astrid Wenkin, qui est ergothérapeute et chargée de projet à l'AVIC. Voilà, donc bienvenue à toutes les deux. Je vous laisse du coup présenter cette initiative et puis nous enchaînerons derrière sur vos questions-réponses avec plaisir. Bonjour à tous. Géraldine, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux présenter en quelques mots ton projet et son contexte? Oui, donc bonjour à tous. Géraldine Panissier. Donc je travaille au département de Meurthe-et-Moselle en tant que chargée de mission Silver Economy et Habitat.
Je vais vous parler effectivement de la charte Bien vieillir à domicile, qui est en fait une démarche qui a été initiée en 2014 sur le territoire de Briey par le département de Meurthe-et-Moselle. Sur le territoire de Briey, donc, qui comporte 6000 habitants et qui est en cours d'extension sur le territoire de Longwy, qui rassemble une quinzaine de milliers d'habitants. Le but de cette démarche Bien vieillir à domicile est de sensibiliser les professionnels du bâtiment à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Il y a donc, suite à cette démarche, il y a eu la réalisation d'une charte, donc la charte Bien vieillir à domicile, qui a été conçue par 15 partenaires signataires qui sont des intercommunalités du territoire de Briey, qui sont également des associations, qui sont aussi comme je pense à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, des opérateurs logements, pour ne pas le citer, le CAL, Solia, énormément de partenaires, et je dirais que c'est la base de cette charte. C'est vraiment des gens qui avaient envie de se tenir la main et de faire en sorte que le bien vieillir à domicile puisse exister. Donc cette charte, elle a été signée en 2016. Les professionnels locaux du bâtiment qui s'engagent à signer qui signent cette charte s'engagent à suivre une formation qui est donnée par soit la Fédération départementale des bâtiments ou soit la CAPEB. C'est un peu la même chose, mais pour les plus petits professionnels du bâtiment. Et donc, ces entreprises signataires de la charte qui adhèrent à la charte ont le label soit pro de l'accessibilité ou soit le label Handibat, et donc auront été sensibilisés et formés pour pouvoir aller travailler, adapter le logement de la personne en perte d'autonomie ou qui, par prévention, souhaite faire des travaux chez eux. Donc ces entreprises sont référencées sur une liste. Toute entreprise signataire de la charte est présente sur une liste qui est communiquée soit par les partenaires signataires de la charte, les fameux 15 partenaires actuels, ou soit cette liste est également consultable sur le site internet du département de Meurthe-et-Moselle. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant, comme j'aime le dire, à la fois pour le senior et puis aussi pour l'entreprise qui se voit donner des affaires, en fait, qui peut travailler, voilà, et pour une bonne cause. Voilà, en gros, ce qu'est la charte Bien vieillir à domicile. Astrid. Oui. Du coup, tu dis que le public cible, c'est essentiellement donc, les professionnels du logement qui vont... comment s'engager à suivre une formation pour être ensuite repris sur une liste. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que tu dégages de ça? On entend le bénéfice pour les seniors, mais est-ce que tu remarques encore autre chose à rajouter? Bien, en fait, pour résumer, les bénéfices, c'est ça, c'est favoriser le maintien à domicile de la personne. C'est vraiment la chose première. C'est effectivement donner la possibilité à ces personnes d'avoir une liste où elle peut trouver des professionnels qui sont formés à aller réaliser des travaux chez une personne en perte d'autonomie. Et puis enfin, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, valoriser ces entreprises. Valoriser les professionnels locaux, développer leur activité, etc. Donc, sur cette liste, on y trouve les entreprises qui ont signé la charte, mais aussi toute autre entreprise qui aura suivi la formation soit à la CAPEB, soit à la FDBTP, pour obtenir label pro d'accessibilité ou Handibat. C'est une liste exhaustive, mais vraiment de professionnels qui sont formés pour aller chez les seniors. Ok. Et selon toi, quels sont les facteurs de réussite d'un projet comme le tien? Alors, les facteurs de réussite, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord le partenariat, très important. Alors, il faut bien définir les objectifs chez chacun des partenaires signataires de la charte. C'est-à-dire que dans cette charte, on retrouve les engagements de l'entreprise qui aura adhéré à la charte, mais aussi les engagements des partenaires signataires, des fameux 15
partenaires actuels, qui, eux, s'engagent pour la plupart de leur côté à communiquer à toute personne cette liste d'entreprises. Un autre facteur de réussite, c'est la mise en place, et ça c'est nouveau, d'un comité de suivi annuel qui permet de recenser les actions qualitatives et quantitatives, c'est-à-dire que voilà, on fait un bilan au bout d'un an, quels sont les points perfectibles, qu'est-ce qui marche pas. C'est aussi tenir à jour la liste des entreprises formées, des entreprises qui signent la charte. Hein, c'est quand même important pour que les seniors puissent avoir connaissance des entreprises et de manière actualisée. C'est communiquer largement cette liste, donc via les partenaires ou via le département de Meurthe-et-Moselle, son site internet où est référencé, où est noté, où est inscrite cette liste. Et puis enfin, repérer les publics cibles, je dirais, via les partenaires qui communiquent aux seniors, cette liste. Et puis, il y aura une action de communication, c'est un peu nouveau. Là, on va beaucoup communiquer cette année sur cette charte sur le territoire de Longwy et de Briey maintenant, au cours du deuxième semestre 2021, via la presse écrite, via même les radios locales. C'est en cours de définition tout ça, mais on veut vraiment beaucoup communiquer là-dessus pour ne pas laisser un senior sans aide pour l'adaptation de ce logement. La démarche Bien vieillir à domicile, c'est aussi l'envie de la part du département de Meurthe-et-Moselle d'aller vraiment jusqu'au bout pour le senior. Donc, du coup, on est en train de mettre en place des fiches pour les personnes âgées, les personnes handicapées également, pour les informer sur l'adaptation du logement. Pour leur dire, voilà, il existe telle structure sur votre territoire, vous pouvez les contacter si vous voulez faire des travaux de votre logement. Voilà, il existe également tel financement si vous avez besoin d'aide pour financer vos travaux. Donc, on va vraiment jusqu'au bout, à tel point que lorsque l'entreprise qui veut adhérer à la charte, signataire, donc nouvelle signataire de la charte, s'engage également à remplir une petite fiche alerte avec l'accord de la personne visitée qui reçoit l'entreprise à son domicile. Si donc cette entreprise constate un dysfonctionnement au niveau du logement de la personne, elle a un problème de chauffage ou alors un problème social, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que la personne, elle a peut-être des problèmes de mobilité, elle a peut-être un quelconque problème. Donc, on a réalisé une fiche alerte que l'on va donner à toute entreprise qui va visiter la personne et donc signataire de la charte. Et cette fiche alerte, elle sera communiquée directement à notre agent Maya du département de Meurthe-et-Moselle et qui va transmettre aux services compétents cette fiche avec qui permettra aux services de contacter, j'espère que je suis claire, de contacter la personne à son domicile pour lui dire, voilà, madame ou monsieur, on peut vous aider si vous avez besoin d'une aide à domicile, voilà, pour qu'on s'occupe de vos repas ou autre chose, ou alors si vous avez effectivement des problèmes de chauffage, on peut vous aider à trouver des financements pour résoudre votre problème, etc. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller jusqu'au bout. Et peut-être pour terminer, si tu avais un conseil à donner à des partenaires qui souhaiteraient s'inspirer de ton projet, qu'est-ce que ce serait? Ça rejoint les facteurs de réussite, je dirais. Donc, un bon partenariat, déjà mettre en place cette démarche globale, c'est-à-dire avoir envie de faire cela, structurer le dispositif vraiment bien avec les partenaires et les formateurs. J'ai cité tout à l'heure les deux formateurs qui sont signataires de la charte, la FDBTP et la CAPEB. Donc, vraiment vraiment bien définir les paramètres de nos actions communes et puis beaucoup communiquer sur l'existence de ce dispositif. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci. Il y a dans la fenêtre de chat deux remarques. Ce ne sont pas vraiment des questions.
Viviane qui souligne le fait que c'est une très bonne initiative car ce projet aide à prévenir des arnaques. Donc, on est aussi effectivement dans aider les personnes à faire les bons choix, à trouver les intervenants de qualité et fiables. Et puis Esther qui dit quand dans la Sarre, la Chambre d'artisanat propose des services similaires avec des firmes qui sont des entreprises qui sont référencées. Esther dit qu'elle n'est pas certaine qu'une charte des artisans ou des entreprises existe, qu'une charte soit signée. Ça, c'est pas certain, mais il semble qu'il y a une initiative proche, en tout cas, dans la Sarre. Donc, ça fait deux remarques. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Géraldine. Je compléterai, même en France, je viens d'apprendre qu'il y a un autre département en Lorraine qui a mis en place, et ça depuis pas mal de temps, depuis 2002, une charte similaire et qui a exactement le même fonctionnement que celle que je viens de vous exposer. Donc, c'est que ça doit marcher, tout ça. Effectivement, je me demandais si je peux me permettre une question. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade dans le chat. Pour ma part, je me demandais si vous preniez l'avis des clients, des personnes qui ont bénéficié des travaux après les interventions. Est-ce qu'il y a un recueil systématique de l'avis des personnes ? Alors, justement, on n'a pas encore fait l'évaluation après visite, chose qu'on va faire. Il nous manquait, effectivement, on n'a pas parlé des obstacles surmontés. Il nous manquait un référent vraiment qui puisse suivre au quotidien tout ce travail, à la fois avec les partenaires, les entreprises et les usagers. Et effectivement, c'est un point où vous avez complètement raison de soulever, puisqu'il est primordial, c'est de l'évaluation et le suivi des travaux menés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. On va mettre en place, engager une personne qui va pouvoir vraiment être au quotidien plongée dans la démarche. Super, c'est une bonne nouvelle. Alors, si les moyens sont alloués par la collectivité à ce projet pour le suivre. Les moyens humains, en final, hein, c'est ce qu'il faut. Ouais. Merci pour cette précision. Alors, Ingo nous dit, je lis, c'est en allemand, donc je vais juste traduire rapidement. Dans la Sarre, on signe un engagement. En fait, si je comprends bien, les artisans et les entreprises signent un engagement à suivre une formation. Oui. Die Betriebe können dann auch. Ah oui, et du coup, ça permet d'accéder à une sorte de petit label, de petite étiquette, entreprise amie de toutes les générations. Voilà, quand les entreprises ont suivi une formation continue pour l'adaptation des logements, elles obtiennent ce label. Et donc, Ingo Bessardichnus, merci beaucoup. Il nous donne le lien dans le chat pour accéder à ce formulaire de déclaration pour les entreprises. Ouais, c'est ça. Merci Ingo. Dankeschön. Merci à vous pour cette présentation très claire. Merci Astrid pour vos questions. Je vous propose maintenant de partir au Grand-Duché du Luxembourg sur la thématique de la participation citoyenne. Et pour cette dernière bonne pratique de cette table ronde, nous avions envie de vous parler des conseillers sécurité seniors qui sont développés sur ce territoire. Alors, on a le plaisir d'accueillir Madame Eschenauer, qui est présidente de l'amicale SSB, qui, depuis de nombreuses années, développe ce projet sur le Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, elle sera interviewée par Anne-Laure Maclot, qui est chargée de mission innovation sociale au département de la Moselle et que vous connaissez bien. Voilà, je vous laisse la parole, mesdames. Merci beaucoup, Élodie. Donc, bonjour, Madame Eschenauer. Alors, première question, comme les 3 autres bonnes pratiques, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre projet et son contexte? Ja, ich werde das auf Deutsch vorstellen. Im Jahr 2005 kam das Projekt nach Luxemburg. Eigentlich hatte die Direktorin eines Club Senior
das Projekt kennengelernt bei einem Aufenthalt in Deutschland. Sie hat dann die Polizei in Luxemburg kontaktiert, die Präventionsstelle, und so ist das dann angelaufen. Das Projekt wurde auf die Luxemburger Verhältnisse adoptiert und im Jahr 2006 wurden die ersten Senioren von der Polizei ausgebildet. Das heißt, wir sind eine Gruppe ausschließlich Ehrenamtlicher. Wir sind nicht Professionelle, wir sind Ehrenamtliche, die von der Polizei eine Ausbildung genossen haben. Und zwar eine Ausbildung in all den Themen, zu welchen wir dann Konferenzen abhalten. Das Projekt, das Hauptziel des Projektes ist das Senioren für Senioren. Das heißt, von 2006 bis heute sind ungefähr plus minus 100 Senioren ausgebildet worden. Davon sind heute noch 50 aktiv und ungefähr ein Dutzend, die auch Konferenzen abhalten gehen. Wir halten Konferenzen zu verschiedenen Themen ab, aber ausschließlich für Senioren. Das ist das Hauptziel davon. Alors merci, je vois que les bénéficiaires sont effectivement des seniors, des bénévoles, hein, et vous marquez qu'ils doivent avoir minimum 55 ans. Et pourquoi avez-vous retenu ce seuil minimum? Also das Projekt wendet sich sowohl an Senioren, Zuschauer, als auch an Senioren, die aktiv werden. Denn der Grund dafür ist, dass Senioren eine andere Sprache sprechen als junge Polizisten, sagen wir mal. Das Problem ist, auf den Präventionsstellen der Polizei sind größtenteils junge Polizisten. Und wenn die dann vor einem älteren bis alten Publikum stehen, dann kommt sehr oft so die Bemerkung, ach, dieser junge Schnösel, was will der denn wissen? Der hat noch keine Lebenserfahrung. Und deshalb ist die Idee dahinter, Senioren für Senioren. Die sprechen langsamer, betonter und die kennen auch eher die Probleme der Senioren. Deshalb ist für die Ausbildung werden ausschließlich Senioren genommen, also Leute, die kurz vor der Rente stehen oder in Rente sind. Wir haben auch welche ausgebildet, die hatten schon über 80 Jahre. Das gibt es auch, aber die sind dann wirklich sehr fit. Oui, je comprends bien. Une particularité, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et que vous avez importé cette bonne pratique depuis la SAR, et ça montre que cette bonne pratique est déjà reproductible sur d'autres versants. Comment en avez-vous entendu parler? Parce que ça date de 2006, ce qui est quand même, ça fait déjà un certain temps que ça fonctionne. Ja, also das war im Jahr 2005, als die Leiterin, wir haben über das ganze Land verteilt Seniorenclubs, das sind so Freizeitclubs, und da war die Direktorin von einem Club, die war für ein Praktikum in Merzig im Saarland. Und da hat die von dem Projekt gehört und das hat ihr so gut gefallen, dass die das Projekt mit nach Luxemburg gebracht hat, die Idee. Und die Idee wurde dann wirklich von der Präventionsstelle der Polizei aufgegriffen und die Polizei hat dann das Projekt geleitet. Die Polizei ist heute auch noch immer der Leiter des Projektes oder des Konzeptes, was es jetzt mittlerweile ist, denn das läuft ja schon so lange, man kann ja da nicht mehr von einem Projekt sprechen. D'accord. Quels sont les plus gros obstacles auxquels vous avez dû faire face dans la mise en œuvre? Et est-ce qu'ils sont aujourd'hui surmontés plus de 10 ans après? Also eigentlich hat es nie wirklich Probleme gegeben, denn wir haben immer Leute, Senioren gefunden, die interessiert waren an der Ausbildung. Jedes Mal, wenn eine Ausbildung gestartet wurde, waren da wirklich sehr viele Leute interessiert. Da konnten wir gar nicht alle aufnehmen, denn die einen waren zum Teil zu jung, die anderen waren dann hauptberuflich, wollten das hauptberuflich machen, das geht aber nicht. Das ist eine der Konditionen, das geht nicht. Aber das größte Problem ist heutzutage halt Corona. Wir können keine Konferenzen veranstalten, wir können keine Ausbildung machen. Das ist das größte Problem. Das größte Problem ist halt, da wurde nur alle paar Jahre
Ausbildungen getätigt von der Polizei. Und jetzt sind die Leute doch, wir haben einige, die sind von Anfang an dabei. Und die Leute sind jetzt wirklich schon ziemlich alt. Und da müsste wirklich regelmäßig eine Ausbildung gemacht werden, um das so im Laufen zu behalten. Und das ist eigentlich kein Problem, denn es läuft immer noch gut, das Projekt, aber da könnte mehr Drift dahinter sein schon. D'accord, donc j'imagine que ça, ce sont les défis à venir pour aller vers une réussite, mais des aspects positifs, comme vous nous avez dit à l'instant, vous en avez retiré un certain nombre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ja, also die positiven Eigenschaften des ganzen Projektes sind halt, anders als bei dem virtuellen Mehrgenerationenhaus, haben wir das ja live. Wir gehen zu den Leuten hin, die Leute kommen zu uns, wir halten Konferenzen ab zu sehr verschiedenen Themen. Da geht es um alles, was die Sicherheit der Senioren anbelangt. Ob das jetzt ist Sicherheit zu Hause, Sicherheit vor Trickbetrügern, Sicherheit vor Bettelei, aber auch Sicherheit im Internet, E-Banking, E-Shopping und all die Sachen. Und das eigentliche Gute an dem ganzen Projekt ist halt, die Senioren kommen aus ihrer Isolation raus, kommen zu uns in die Konferenzen und da gibt es einen sehr regen Austausch. Die Konferenzen dauern immer so 3/4 Stunde bis eine Stunde und danach ist Fragestellung und dann haben wir sehr viele Flyers und die verteilen wir dann und da haben die Leute die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zu stellen. Und das ist immer das Highlight bei jeder Konferenz, denn die Leute haben wirklich sehr viele Fragen. Und das ist halt das Tolle daran, dieser Austausch. Und das finde ich einfach die Grundlage des ganzen Projektes. Oui, tout à fait. Et j'ai peut-être encore une dernière question qui parle des moyens mis en œuvre. Quels sont les moyens dont vous avez besoin? Quels seraient les conseils que vous voudriez communiquer à des personnes qui voudraient essaimer cette bonne pratique sur le reste de la grande région? Ja, also die Mittel, die wir zur Verfügung haben, wir haben natürlich Laptop und Beamer, die nehmen wir jedes Mal mit, wenn wir eine Konferenz abhalten. Also all das, das Material, das wir brauchen halt. Und da arbeiten wir mit dem Familienministerium zusammen, die sponsern uns da. Sonst wäre das gar nicht möglich, weil wir halt nur Ehrenamtliche sind und zwar von der Kommune, wo wir unseren Sitz haben, unterstützt werden, aber sonst wird keine wirklichen Einnahmen haben. Die anderen Mittel sind halt, dass wir die immer Fortbildungen brauchen, weil die Tricks der Betrüger ändern ja und wir müssen das ja wissen, denn wir gehen ja die Konferenzen abhalten im Namen der Polizei. Die Polizei macht uns die Fortbildung und für die Polizei gehen wir dann die Konferenzen halten zu den Senioren. Denn wenn wir das nicht täten, müsste die Polizei die Konferenzen ja selbst abhalten. Und das wäre ja ein enormer Arbeitsaufwand. D'accord. Écoutez, je vous remercie. À ce stade, je n'ai plus de questions. Je laisse la parole à Élodie. Merci beaucoup, Madame Eschenauer. Merci, Anne-Laure Maclot, pour cette interview et pour cette présentation voilà, où on voit toute l'importance en fait, de bien comprendre le public auquel on s'adresse et parler le même langage, parler les mêmes mots et puis avoir cette symbiose et cette compréhension pour voilà, vraiment se sentir impliqué et acteur. Je pense que les bénéfices, vous l'avez souligné, sont vraiment des deux côtés, à la fois au niveau des bénévoles et puis également au niveau des personnes qui assistent à ces conférences. Peut-être, Lise, est-ce que nous avons des questions sur le chat à ce
Je ne vois pas de questions ou de réactions sur le chat à ce stade. Moi, ça m'inspire une réflexion, si vous me permettez de réagir. Cette idée des seniors qui parlent aux seniors me semble tout à fait intéressante et transposable sans doute à d'autres enjeux sur lesquels il y a besoin de passer des messages, qu'il s'agisse de prévention en santé ou bien de peut-être d'autres aspects comme l'aménagement du logement, de penser à des relais parmi la population des seniors pour passer ces messages-là. Ça me semble être potentiellement une idée qu'on peut peut-être tirer de l'exemple que vous donnez et appliquer à d'autres sujets. Certainement. Et il y a Madame Dering qui demande à quel endroit ou dans quel type de cadre sont organisées les conférences. Also die Konferenzen werden von Kommunen angefragt oder von Club Seniors, halt Seniorenclubs oder wir haben in den Kommunen ansässig so Kommissionen fürs dritte Alter. Die fragen die Konferenzen an und wir halten die Konferenzen im ganzen Land ab. Ob das jetzt im Süden ist oder im Norden, wir haben Seniorensicherheitsberater in allen Teilen des Landes. Also das ist für uns kein Problem. Wir haben welche, die machen den Norden des Landes dann und andere den Süden des Landes. Dann ist das, also bei uns gibt es ja keine Distanz, nicht wirklich. Aber wir haben doch das Land in zwei geteilt, um die Konferenzen abzuhalten. Aber die werden immer so von Drittalterskommissionen oder Seniorenclubs angefragt. Merci beaucoup. Merci Madame Dering pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou est-ce que cela vous inspire des idées pour votre territoire? Enfin, n'hésitez pas en tout cas encore à réagir. On a encore quelques minutes si vous le souhaitez. J'ai l'impression que... Moi j'ai juste une remarque. Hein, dans une de ses réponses, Madame Eschenauer a parlé de la prise en compte de l'isolement, en tout cas que cette bonne pratique peut contribuer à réduire l'isolement. Et je tenais à dire que c'est une difficulté majeure en ce qui concerne les seniors, mais dans plein de domaines différents. Et le projet Senior Active cherche aussi à lutter contre l'isolement au niveau du rapprochement familial ou avec les amis. Et notamment dans le cadre de la crise du Covid, on a vu que la première newsletter de Senior Active était consacrée à ce sujet-là sur la manière dont les seniors ont vécu cette crise et la manière dont ils ont été plus ou moins coupés du monde assez brutalement. Donc, c'est une manière originale de lutter contre l'isolement. De but en blanc, je n'aurais pas forcément pensé à ce type d'action. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de ce genre de travail, c'est de découvrir des pratiques que moi je pourrais qualifier d'innovantes, même si elles existent depuis un certain nombre d'années. Je n'aurais jamais imaginé une telle action pour résoudre, contribuer à résoudre la problématique de l'isolement. Et en fait, il y a les bénéfices primaires et les bénéfices secondaires, en quelque sorte, dans une telle action. Et la dimension collective de l'initiative en fait un levier de lien social, de réunion en groupe, de connaissance d'autres seniors sur son territoire, même si l'objet principal, c'est une prévention sur le plan de la sécurité des seniors. On a un bénéfice secondaire sur le plan de la lutte contre l'isolement. C'est intéressant, si on prend un peu de recul sur la méthode de développement de tels projets, de s'interroger a priori et au moins a posteriori sur les bénéfices secondaires peut-être non anticipés ou que l'on peut anticiper en amont, qui sont autant d'arguments pour fédérer autour de son projet, même s'ils ne sont pas au centre de l'initiative au départ. Alors, Carole Moschel nous demande si nous pouvons rappeler les 11 autres initiatives qui ont été retenues dans le recueil des pratiques inspirantes, en plus des 4 que nous avons présentées plus en détail aujourd'hui. Donc peut-être, Élodie, on peut revenir sur la page de sommaire
du guide que l'on a affiché, vous allez recevoir également le guide pour le feuilleter et pouvoir lire l'ensemble des fiches. Hop, moi je vais agrandir l'écran, je vais essayer de lire. Donc on a la coordination transfrontalière COSERDO pour les sorties d'hôpital sur le territoire frontalier entre la Belgique et le nord de la France. Infirmière Plus, Gemeindeschwester Plus en allemand. L'association Aidants Proches en Belgique et l'initiative IRIS de la Croix-Rouge qui touche aussi à la lutte contre l'isolement au Luxembourg. Le Sentier Intelligent, un sentier de randonnée qui active autant les activités physiques que les activités cognitives. La voiture électrique du citoyen qui permet là aussi une entraide entre les habitants et favorise la mobilité des personnes isolées. On a également sur l'habitat Envie-Autonomie, autour des aides techniques et le dispositif d'accès aux aides techniques. Le bus de l'autonomie qui permet également de démontrer des dispositifs d'adaptation du logement. Et enfin, je ne cite pas celle que nous avons déjà détaillée, la formation de seniors au bénévolat avec une association en France l'AREPA qui a déployé un très large nombre de formations pour des seniors qui jouent un rôle de démultiplicateur. Et puis toujours en Allemagne, les goûters tablettes qui s'inscrivent dans le programme de la SAR dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en tous les cas, pour clore cette table ronde, je souhaitais vraiment remercier l'ensemble des participants et puis pour peut-être vous faire travailler, vous faire réagir, faire réagir l'ensemble des participants. Si vous avez assisté à notre dernière réunion ensemble, vous commencez à connaître l'outil dont nous allons vous parler, mais nous aimerions vous questionner sur votre pratique, comment vous pensez utiliser le guide des bonnes pratiques, quel sera pour vous, comment vous allez le diffuser, comment vous pensez vraiment en tirer le plus de bénéfices. Et pour ça, on souhaitait vous faire tout simplement utiliser Mentimeter. Donc, c'est l'outil que nous avions utilisé la dernière fois. Donc, vous prenez, que vous avez accès sur votre téléphone ou en ouvrant un autre onglet de votre navigateur Internet. Et puis, en rentrant l'adresse menti.com, vous allez atterrir sur le site internet de Mentimeter. Et puis, nous allons vous donner un code pour que vous puissiez avoir accès à ce petit sondage en ligne, qui va nous permettre de manière un petit peu interactive peut-être de partager des idées aussi de comment diffuser ce guide, comment au mieux l'utiliser, comment derrière en parler autour de nous et peut-être aussi développer de nouvelles initiatives et pourquoi pas partir de ce guide pour développer des animations aussi. Donc, une fois que vous êtes sur menti.com, vous utilisez le code qui s'affiche tout en haut de la diapositive, qui est le code 55 86 35 45. Et donc, vous allez arriver sur un espace vous permettant de saisir un petit texte pour nous partager vos réflexions. Et ce texte va s'afficher à l'écran au fur et à mesure que vous allez participer à ce sondage en ligne et nous transmettre vos idées pour utiliser au mieux ce guide. Alors, je le fais du coup en même temps que vous pour bien tester l'outil. Ah, je vois déjà qu'une... Super, donc ça commence à arriver. Allez-y. Donc pour vous, donc on peut l'utiliser
comme une source d'inspiration face aux défis des territoires, en le mettant en ligne sur la plateforme Senior Active, aussi voilà, en le diffusant auprès des élus, des acteurs de terrain. En le diffusant lors d'événements en présentiel. Donc, en effet, vous allez recevoir un guide qui va être en format numérique, mais qui pourra être sous format imprimé ou imprimable en tous les cas. Et puis, vous pouvez également, en effet, selon les thématiques abordées, le partager dans vos bonnes pratiques, enfin, partager ces bonnes pratiques dans votre réseau. Lise, je te laisse prendre la main sur les commentaires allemands. Oui, c'était l'idée en allemand, c'est d'échanger des idées et des pratiques entre institutions en charge des seniors pour également faire émerger de nouvelles idées. Et il y a l'idée de distribution du guide à travers les clubs de seniors et les communes également. Et il y a une réponse en allemand qui dit la même chose que la réponse verte en français, qui a du mal à estimer la façon d'utiliser le guide. Je me dis que ça peut être dans vos futures rencontres seniors actives, ça peut être intéressant de revenir de temps en temps à ce guide de bonne pratique pour ceux d'entre vous qui l'auront diffusé ou qui auront pris de l'inspiration dans ce guide lors d'échanges ou de réflexions sur vos propres territoires, de pouvoir en témoigner pour les autres. Ça permettra peut-être de donner des idées de comment s'en servir et prendre appui sur ce document pour ceux qui ne voient pas trop l'usage qu'ils pourront en faire. Donc, il y a également l'idée de le partager au niveau des différentes instances partenaires. Donc, voilà, la conférence des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie en France est citée, par exemple. Donc, il y a un autre texte en allemand, excuse-moi, que j'ai du mal à voir parce qu'il défile vite. Utiliser le guide comme une base pour développer, pour présenter et partager encore davantage de projets. Mais donc, c'est peut-être l'idée de se servir de la structure du guide pour se parler entre partenaires seniors actives, d'autres initiatives, d'autres projets et avoir une sorte de base de questionnement pour la description de ces projets, peut-être. En tous les cas, voilà, cette manière de l'utiliser, on s'est posé la question aussi en amont pour vous outiller au mieux dans l'utilisation de ce guide. Et avec Lise, on vous a travaillé une boîte à outils que Lise va vous présenter qui... pour nous, est un moyen de vous transmettre aussi des supports d'appui à la réflexion sur comment utiliser au mieux et puis surtout comment transposer au mieux les bonnes pratiques qui vous parlent et qui vous inspirent et comment impliquer les différents partenaires que vous avez sur vos territoires à partir de cet outil de travail. Lise, je te laisse du coup... Merci. Encore un tout petit peu d'attention et nous allons bientôt terminer cette réunion. C'est fatigant d'être en ligne pendant 2 heures, donc j'en ai conscience. Donc pour terminer, un petit aperçu de certains outils qui peuvent, sans doute que vous connaissez déjà en partie, et qui peuvent structurer, guider la façon dont vous réfléchissez au développement d'un nouveau service, d'une nouvelle offre pour les seniors de votre territoire. Notre parti pris, c'est que ce guide peut vous inspirer, mais qu'il est illusoire de penser que des bonnes pratiques peuvent être transposées telles quelles facilement d'un territoire à l'autre. Le contexte et le paysage des acteurs est toujours différent et les conditions réunies sur le territoire peuvent nécessiter des adaptations, etc.
Et nous pensons qu'il faut se méfier de l'illusion d'un trou. Celui-ci conduit à faire l'économie d'une analyse des besoins ou faire l'économie d'une étude de ce qui existe déjà. Ça peut paraître une évidence, mais ça nous semblait l'occasion de vous partager quelques outils qui vont finalement qui ont la vertu d'obliger un porteur de projet à expliciter ce qu'il souhaite faire et à s'interroger sur les besoins auxquels il répond. Et nous nous sommes inspirés pour ce faire des démarches de conception de services, c'est-à-dire des démarches inspirées par le design de services, qui ont également nourri notre approche des bonnes pratiques, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des parcours d'usage, de cette réflexion sur les étapes vécues par l'utilisateur du service et de son expérience du service. Donc, le premier outil est fortement inspiré par cette pratique du design de service, puisqu'il vise à bien comprendre ses bénéficiaires au sens du public que l'on cible, et par cette idée de conseiller sécurité senior s'adressant donc aux personnes âgées, aux personnes retraitées de mon territoire. J'ai intérêt à bien m'interroger sur le public en question sur mon territoire. Je choisis donc pour ce faire, je vous propose un outil qui est la carte d'empathie, qui va nous obliger à nous mettre dans la peau de cet usager. On choisit donc un profil d'usager, les retraités habitant dans tel quartier de ma commune où il est fréquent, par exemple, de constater des incivilités ou des problèmes de sécurité. Donc, je vais penser à ce groupe d'usagers. Plutôt un sous-segment. On peut avoir des sous-segments, plusieurs sous-segments d'usagers pour cette réflexion. Et je vais tenter de renseigner ce canevas donc, qui permet de structurer la réflexion. Je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est que de l'accompagnement des personnes âgées ou à une institution de ce domaine-là, à préjuger des besoins des personnes qu'on accompagne et à être certain qu'en fait, on les connaît déjà et qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller leur demander. C'est une réponse que l'on obtient souvent des acteurs de notre secteur. Nous connaissons nos usagers, nous les voyons tous les jours, nous savons ce dont ils ont besoin. Et ces acteurs peuvent être surpris lorsqu'ils engagent réellement des démarches d'écoute des usagers avec des entretiens approfondis, par exemple, peuvent être surpris de découvrir ou de mieux comprendre certains aspects du vécu des usagers. Donc, je vous invite, et c'est super si vous le faites déjà, à aller régulièrement au contact de ces usagers et dans une démarche de carte d'empathie. C'est très important d'aller chercher l'information de première main. Et la deuxième suggestion, c'est de faire ce travail en équipe, à plusieurs professionnels pour croiser les regards, parce que là aussi, ça permet d'enrichir la lecture que l'on a de cet usager, de ce groupe cible auquel on souhaiterait proposer un service et dont il faut d'abord interroger les besoins. Donc, vous voyez que le canevas, il contient un certain nombre de rubriques. D'abord, on décrit la personne. Je crois que sur la page suivante, on le voit un peu plus gros. Élodie. Voilà, on décrit la personne. On s'interroge sur ce qu'elle a besoin de faire, c'est-à-dire quels sont ses projets, les tâches qu'elle doit réaliser dans son quotidien, dans sa vie, et du coup, dans quoi elle se projette. On peut s'interroger avec ses 5 sens également. Qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle a à proximité, s'interroger sur ce qu'elle voit. Ça peut être intéressant, par exemple, pour une réflexion sur les bons canaux de communication pour toucher cette personne.
Est-ce qu'elle voit les murs de son quartier? Est-ce qu'elle voit sa télévision, la gazette de la commune? Est-ce qu'elle voit l'offre de service autour d'elle? Comment cette offre de service se manifeste? Et elle voit ce que font les autres. Elle observe son environnement, y compris dans le comportement des autres usagers, d'avoir recours ou non à un service, ou bien la façon dont se comporte son environnement. On peut aussi se demander ce qu'elle dit. C'est intéressant en termes de compréhension de ce qu'elle a dans la tête, mais il y a aussi des choses qu'elle pense et qu'elle ne dit pas. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la tête du personnage. Et donc, on peut structurer sa réflexion en s'interrogeant sur les problèmes qu'elle rencontre, ce qui lui fait peur, ce qui la frustre, les obstacles qu'elle rencontre pour faire ce qu'elle a besoin de faire. Et puis ses aspirations, ce qu'elle souhaite, ce dont elle rêve. Et là, donc, on va vraiment être dans une recherche d'empathie assez profonde avec notre usager. Pour revenir à ce qui est visible et perceptible, il y a ce que la personne fait, son comportement, les endroits où elle se rend, ce qu'elle mange, les choix qu'elle fait, etc. Et puis ce qu'elle entend. Et donc là aussi, on peut s'intéresser au cercle qu'elle fréquente et au discours qu'elle entend, auquel elle peut être sensible ou non, etc. Donc voilà, pour ce premier outil, il est simple, mais il a la vertu de s'obliger à se mettre à la place du profil ou du groupe d'usagers auquel on s'adresse, soit pour améliorer un service qu'on leur rend en s'interrogeant sur peut-être des aspects de leur situation auxquels on ne répond pas encore suffisamment. Et puis, si on est en développement d'un nouveau projet que le guide de bonne pratique peut vous avoir inspiré, eh bien, vérifier le besoin auquel il répond. Voilà, le deuxième outil, Élodie, si tu peux avancer, s'intéresse à l'environnement dans lequel vous évoluez, vous, en tant que porteur de projet, et dans lequel évoluent les usagers que vous souhaitez cibler. On est là encore dans l'idée que les politiques publiques et les initiatives en direction des seniors s'inscrivent toujours dans un paysage qui est déjà assez foisonnant, assez occupé par de nombreux acteurs publics, privés, associatifs. Ce sont autant de porteurs de projets qui peuvent avoir développé des choses similaires à ce que vous souhaiteriez faire ou qui peuvent être des relais pour toucher le public cible auquel vous vous intéressez, qui le fréquente déjà, qui entre à son domicile pour l'accompagner, ou bien qui ont une influence sur ce public cible, par exemple leur médecin, qui leur prescrit des choses, qui leur donne des conseils. Et donc, identifier là aussi de manière la plus systématique possible, et pourquoi pas en équipe, les différents acteurs qui environnent votre public cible, de manière plus ou moins proche, avec cette idée des cercles concentriques, ça peut être un exercice vertueux pour bien s'obliger à créer lien et plusieurs des actions que vous avez décrites dans le guide. Je continue du coup, Élodie, vers ces autres outils qui visent à expliciter la valeur qu'on apporte. Et là, on cherche à répondre à un travers que l'on peut rencontrer parfois dans le développement de projets au service de personnes fragiles, qui est de finalement aller un peu vite en besogne et de se persuader peut-être parfois soi-même de l'utilité du service qu'on propose sans être suffisamment explicite sur ce qu'il contient et sur la façon dont il produit le résultat attendu.
Donc, il y a deux choses qu'on veut vous proposer. Ça, c'est un canevas qui est très classique dans le monde de l'entrepreneuriat, qui l'est un peu moins pour l'instant, en tout cas en France, dans le monde des politiques publiques et de l'action sociale. C'est la question de la proposition de valeur. Alors là, on est sur un canevas très simple qui a vraiment comme principale vertu d'expliciter la façon dont on répond aux aspirations de la personne. Vous vous souvenez de notre carte d'empathie, où on s'est interrogé à l'intérieur de la tête de la personne sur ses aspirations et de la façon dont on règle ses problèmes. Donc, on commence par décrire les services ou les produits que l'on souhaite proposer et par expliciter de quelle façon ils répondent aux aspirations ou ils règlent des problèmes de la personne, en sous-entendant le fait que cette bonne articulation, cette bonne réponse aux aspirations et aux problèmes est un facteur de réussite, un facteur de recours à cette offre de service par les publics qui en bénéficient. Et on a parfois des choses qui sont proposées qui ne trouvent pas leur public. Et on peut s'interroger du coup sur le caractère désirable de ce que l'on a produit. Ça peut être pertinent, fonctionnel, techniquement intéressant et faisable, mais on n'a pas pensé la notion de désirabilité pour l'usager et la façon dont on répondait à ses aspirations profondes ou dont on lui montrait que l'on répondait à ses problèmes. Et cette proposition de valeur, elle est sous-tendue par un certain nombre de sous-entendus. Et c'est la page d'après. En fait, quand on propose de mettre en place une initiative, un service sur son territoire, et on peut le faire en s'inspirant du guide de bonnes pratiques Senior Active, on part du principe que ce que l'on fait, ce que l'on développe, produit un résultat, va produire un bénéfice pour les personnes. Et dans le guide, on a souvent explicité le type de bénéfice apporté par les projets, et on a vu qu'ils pouvaient être parfois primaires, secondaires, parfois inattendus ou moins centraux, mais néanmoins très importants. Mais on a parfois sauté l'étape qui consiste à expliciter les liens de causalité entre ce que l'on fait et le résultat auquel on parvient. Et parfois, ces liens sont un peu distendus, il y a des étapes intermédiaires entre les choses que l'on fait et les résultats que l'on produit. Et finalement, l'exercice de la logique d'action consiste à se dire par quel mécanisme de causalité est-ce que j'estime que mon action sur ce point-là va produire telle conséquence qui va avoir telle conséquence qui va avoir tel impact. Et donc, comment, en développant un sentier de randonnée intelligent avec des panneaux, je prends un autre exemple du guide, des panneaux d'exercices physiques et cognitifs pour les personnes âgées, comment est-ce que je m'attends à ce que cela améliore la santé des personnes de mon territoire? Quelles étapes intermédiaires je présuppose entre l'existence du panneau, du sentier et l'amélioration de la santé. Ça permet de se dire qu'il y a un enjeu à faire venir les personnes sur le chemin de randonnée, mais aussi à les faire venir régulièrement et à les faire revenir. Et peut-être qu'en se posant cette question, on va se dire, en effet, si je présuppose une amélioration sur la santé, c'est qu'elles ne viendront pas une seule fois, mais qu'elles vont venir plusieurs fois. Comment est-ce que je m'assure que ce que je produis leur donne envie de venir plusieurs fois? Voilà, je donne un exemple, mais s'obliger en fait à faire cette réflexion entre l'action et le résultat final que l'on prétend obtenir peut faire penser à des conditions de réussite qu'on n'avait pas vues initialement, peut aussi voir qu'il y a peut-être un maillon, un présupposé, une hypothèse dans la chaîne qui n'est pas certaine et qu'il faudrait sécuriser. Et donc là aussi, on est dans un exercice assez vertueux d'explicitation de pourquoi on fait les choses et de vérification. Et ça peut être fait en amont ou pendant le déroulé d'un projet, de vérification que tout est bien en place pour arriver aux impacts finaux. Et bien entendu, ce type de réflexion va aider à établir des indicateurs de suivi et d'évaluation de cet impact, puisqu'on aura bien explicité de quel impact il s'agit.
Voilà pour les quelques outils. Vous voyez, ce sont plutôt des canevas au sens des formats de réflexion qui peuvent être utiles pour structurer un projet, une initiative ou une volonté de transfert d'une bonne pratique issue d'un autre territoire, puisque nous sommes convaincus que ce transfert ne doit pas conduire à faire l'économie d'une réflexion et d'une structuration adaptée à votre public et à votre territoire. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Lise. En tous les cas, voilà, écoutez, nous espérons que à la fois le guide et puis les outils qui l'accompagnent vont vous être utiles. En tout cas, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à vous accompagner dans la structuration de ces outils et dans cette réflexion. Et puis, on arrive à la fin de notre séminaire et je vais laisser la parole à Christophe Müller pour le conclure. Oui, donc il me revient la lourde charge de conclure cette belle après-midi. Donc tout simplement, bravo à vous au nom du partenariat Senior Active. J'ai vraiment été impressionné par les différentes présentations. On voit que le territoire est très très riche, hein, et les bonnes idées sont partout, qu'elles viennent d'associations, des seniors, des bénévoles, des institutions. Et j'espère en tout cas que ça a inspiré les différents participants et nous, en tout cas, on s'engage à valoriser ces différentes actions, ces initiatives au sein du réseau. J'aimerais particulièrement remercier le cabinet Génératio et le cabinet OpenCo, avec qui on a engagé une collaboration depuis maintenant 6 mois et qui se termine donc aujourd'hui sur cette mission et qui nous a beaucoup apporté sur le projet, sur le repérage des bonnes pratiques et la méthode pour justement les évaluer. Et on espère qu'effectivement, c'est un travail qu'on va pouvoir poursuivre au sein du partenariat. En tout cas, vous avez vraiment accompli cette mission avec un travail extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux et aussi un grand sens de l'enthousiasme et de la communication. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, j'aimerais au-delà de ça remercier tous les partenaires qui ont contribué à ces travaux, à tous les porteurs de bonnes pratiques qu'ils ont pu présenter aujourd'hui ou non, qui soient diffusés à travers le guide. Tout le monde mérite d'être connu par rapport à ces innovations. J'espère que ce guide, on sera un élément de promotion en tout cas. Et sachant qu'il nous reste énormément encore de travail à accomplir dans le cadre de Senior Active, on pourra évidemment faire le lien entre ces travaux et notamment l'axe 4 du projet qui vise à mettre en réseau les professionnels du bien vieillir et de donner un petit peu quelles sont les conditions pour transférer éventuellement ces bonnes pratiques sur d'autres territoires. Et on aura un autre travail immense sur le volet observatoire, un petit peu de l'état de l'art de ces innovations. Quels sont les enjeux communs entre les territoires? Comment est-ce qu'on peut se donner des indicateurs pour voir comment évoluer les choses en faveur du bien vieillir? Donc ça, c'est un vrai projet également qui va démarrer incessamment sous peu. Et pour conclure, finalement, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet après-midi, les organisateurs, donc la Hochschule de Trèves qui nous accueillait aujourd'hui, le cabinet Bender, merci aux interprètes pour avoir toujours assuré l'interprétariat de manière vraiment qualitative. Et on pense rarement à eux, mais c'est une grande part du travail également. Donc, prenez soin de vous tous et j'espère vous revoir très bientôt en présentiel en tout cas et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bientôt.